Léon Vincent, journaliste, récit d'enquête. Tout bon aspirant journaliste est un rêveur aux yeux sillonnant le monde qui l'entoure. En celui-ci, il espère trouver l'affaire, le scandale, du secret d'État à la corruption, pour en faire l'enquête de sa vie qui le rendrait célèbre. Mon histoire, c'est 11 ans de ma vie, que j'ai passé à courir après le secret le mieux gardé de toute la Corée. La rédaction du journal Le Monde, pour lequel je travaille, découvrit l'existence d'un centre de torture ouvert par la nouvelle présidence coréenne prétendument pour lutter contre la délinquance. Sauf que du jour au lendemain, les quelques journalistes coréens que nous dépêchâmes pour enquêter sur place disparurent mystérieusement de la circulation. Mon directeur d'édition me convoqua dans son bureau. À l'époque, j'étais une véritable tête brûlée. Je revenais de pays en guerre, et c'est moi qui l'envoya retrouver un homme, Kang Yu-seong. L'homme par qui toute cette histoire avait commencé. J'ai pris l'avion le lendemain pour la péninsule coréenne. J'y allais prétendument pour couvrir les faits divers pour la rubrique internationale du journal. En réalité, je jouerais un double jeu, risquant ma vie. Une fois arrivé, je devais me rendre à l'adresse d'un café quelconque, où je retrouverais notre taupe. Une fois à l'intérieur, je le vis, tressaillant d'impatience, mais surtout d'angoisse. Je me présentai à lui et son regard s'illumina. Il me remercia d'être venu. De ces mots, j'allais peut-être pouvoir l'aider à sauver son petit frère. C'est ainsi qu'il me conta son histoire. Venait de débuter ses 11 années d'un jeu de piste pour lever le voile sur les horreurs des camps de réhabilitation pour délinquants mineurs de Corée. Allô? Ouais, Anissik? Ouais? Comment ça, j'ai oublié ton anniversaire? Ah, attends, mais c'était... Ouais, non, mais... Tu sais, j'avais dit que tu m'offrirais une crêpe un de ces jours et tout. Non, mais je t'invite, t'inquiète. Là, je suis un peu occupé, je te rappellerai avec la date de réservation, d'accord? Ouais, allez, plus tard. Je suis dans la... Je suis dans la merde. J'ai tout dépensé dans Yu-Gi-Oh! J'ai plus un copec! Tu n'as plus d'argent pour payer un repas d'anniversaire avec ton meilleur ami? Ouais? Tu n'as absolument pas envie de faire des heures sup pour payer? Ouais. Alors, il est temps d'installer l'application partenaire du jour, FreeCash. L'application qui vous récompense lorsque vous essayez des jeux, des applications et des offres sponsorisées par des marques. Ça vous paraît bizarre? Mais oui, dans un monde où les microtransactions et les jeux deviennent de plus en plus chers, recevoir des récompenses en échange de son temps de jeu, ça ressemble à un rêve. Eh bien, sachez qu'il n'y a en réalité rien de magique là-dedans. Quelqu'un paie vraiment, mais ce ne sont pas les utilisateurs. Je ne vous apprends rien des développeurs aux éditeurs, ils dépensent énormément d'argent en publicité dans toutes sortes de promotions. Et avec FreeCash, une partie de cet argent est utilisée pour récompenser de vraies personnes qui essaient réellement leur jeu, l'application ou votre service, plutôt que de simplement afficher une pub supplémentaire. Cependant, gardez à l'esprit que vous ne deviendrez jamais aussi riche qu'Anissik simplement en jouant. FreeCash ne remplacera jamais le salaire d'un véritable travail. Bref, tout comme les 70 millions d'utilisateurs de FreeCash, avec une note de 4,6 sur 5 basée sur plus de 300 000 avis. Et oui, c'est plutôt impressionnant. Téléchargez l'application FreeCash et assurez-vous que le suivi des applications est activé afin que FreeCash puisse suivre votre progression et vous récompenser correctement. Choisissez une offre qui vous plaît, jouez et une fois l'offre terminée, bam! Recevez vos récompenses que vous pouvez retirer sur PayPal, Visa, des cartes cadeaux et bien plus encore. Et surtout n'oubliez pas de vous inscrire en utilisant mon QR code affiché à l'écran ou le lien dans la description pour recevoir 10 € de bonus après avoir terminé votre première offre. Sachant que vous pouvez retirer vos gains à partir de 25 €, vous êtes déjà presque à mi-chemin dès le départ. Donc si vous aviez déjà prévu d'essayer un nouveau jeu, de toute façon, on va être récompensé pour le faire. Avant que je rende l'antenne, encore une fois, merci à FreeCash d'avoir sponsorisé cette vidéo. À vous les studios. Comme il en était devenu la coutume tous les mois, il y avait une campagne de dons de sang au lycée où allait son frère. Et il y avait une effervescence que l'on ne retrouvait pas chez les établissements voisins. Vous voyez, il y avait une bonne raison à cela. Non, la jeunesse n'en avait pas bien plus affiche de donner son sang ici qu'ailleurs. Il se trouve qu'il y avait une autre file qui s'était formée non loin de celle du camion hospitalier. Assis au bout de celle-ci, un étudiant qui rachetait pour 10 000 won, soit environ 6 €, le bon de 5 000 won offert en échange du don de sang en plus de leur certificat de donneur. Une perte délibérée de 5 000 won à chaque lycéen qui se pressait de faire doubler la valeur de son don. Sauf que la réalité derrière, c'est qu'il ne cherchait pas le bon, mais le certificat. Ceux-ci peuvent se vendre sur le marché noir pour l'équivalent d'une petite quinzaine d'euros à des individus ayant désespérément besoin d'une transfusion. Oh non, le système de santé coréen n'est pas aussi beau qu'on le croirait. Pas tout le monde était au courant de ce marché, et quand bien même il l'était, peu s'y seraient aventurés, puisque c'était évidemment hautement illégal. Sauf qu'à l'époque, quand vous êtes mineur et que vous commettez un crime, de la vente de stupéfiants à la contrefaçon, jusqu'au meurtre, vous échappiez à toute condamnation un tant soit peu sévère.
La police désabusée depuis des années déjà ne s'embêtait plus à intervenir en dépit des reports pour quelque chose comme ça. Bien sûr, ce jeune homme n'échappait pas aux risques propres à chaque activité criminelle. Plongé dans le banditisme, c'est devenir une cible pour ses congénères. Je ne vous apprendrai rien, mais quiconque profite du crime perd toute excuse, n'obtient aucune sympathie et est condamné au silence. Puis, à l'instar de sa libre activité, la loi trop peu intéressée et pas assez forte de toute manière, personne ne le protégerait. Mais au tournant du premier trimestre de la même année, il fut annoncé que les choses allaient changer du tout au tout pour la jeunesse coréenne. Le gouvernement lança une réforme majeure de son code de loi, lequel fut changé une petite dizaine d'années plus tôt, en faveur de plus de clémence pour les criminels de moins de 18 ans. Cette politique fut un échec colossal, et l'aveu mit moins d'une décennie à venir. Sauf que personne n'y croyait à l'époque. Des parents dépités à la police qui avait abdiqué, aux mineurs aussi victimes de leur harceleur toujours plus enhardis par le manque de conséquences, sans parler de ces derniers qui tous rigolaient ensemble, moqueurs ou cyniques, à l'annonce de l'ouverture d'un camp de réhabilitation. Alors, je vous le demanderai, mais est-ce que les choses, selon vous, étaient encore telles pour ce jeune garçon qui essayait de se faire quelques sous et qui se retrouvait victime du gang d'un dénommé Jo Chang-se? Ce dernier n'était plus là pour terroriser le lycée. Quoique d'ailleurs, il fit partie de la première vague à être envoyé au sein du camp de réhabilitation. Habitués à leur statut et disposant de l'avantage numérique, même les plus bas laquais du reste de la bande continuaient tout de même de terroriser ceux qui ne risquaient pas de s'élever, ceux qui ne leur posaient aucun danger. Chang-se revenait ce jour du centre. Les provocations de notre contrebandier, sûrement, allaient se retourner contre lui. Je compris vite, merci des explications de Yu Seong, que comme dans de nombreux établissements à travers le pays, Chang-se dirigeait une sorte de mafia juvénile, qui, aussi ridicule qu'incroyable cela pouvait sonner, remplaçait à un certain degré les organisations criminelles ordinaires, lesquelles étaient bien plus durement pourchassées par la justice. Elles laissèrent un trou, qui ne fut pas seulement comblé, mais qui ne pouvait que gagner en importance. Le pire étant que tous étaient impuissants face à celle-ci puisque personne n'intervenait en dehors de lancer quelques mesurettes dans des tribunaux qui baignaient dans la déception constante d'un système qui a abandonné ses citoyens. En réalité, ces glands qui s'en prenaient aux contrebandiers n'avaient rien de l'envergure criminelle du groupe de Chang-se, mais d'être simplement affiliés à celui-ci, ils s'imaginaient tout permis, d'autant plus persuadés que personne n'oserait leur refuser quoi que ce soit, dont la taxe, et risquaient d'avoir le groupe qui régnait sur le quartier à dos. Personne ne s'y aventurerait. Vous seriez tout de même surpris qu'il existait encore un minimum d'audace chez certains. Se faire passer à tabac, c'était pas son premier rodéo, et ça ne serait certainement pas son dernier non plus. À ce moment, on ne savait pas vraiment ce qu'il se tramait au sein de ces camps. Sans doute, ce devait être une garderie glorifiée, soit l'équivalent un poil plus long de la tape sur la main que les délinquants recevaient jusqu'à présent. Quelque chose visant à le tenir éloigné de la société un moment. Une énième pseudo-solution qui ne changeait rien à l'état d'impunité qui régnait. Il aurait fallu pour le gamin se battre, sans quoi on aurait préparé les enveloppes d'argent et le four crématoire. Yu Seong évita son frère un tel sort. La chance voulut qu'il n'était pas trop occupé avec les affaires du bureau d'élèves. Pour vous dire, l'agresseur voulut même le tuer, lui aussi prêt à faire le même aller-retour que Chang-se. Pelle en main qu'il était parti l'abattre. Bon, il était là à me parler, bien sûr qu'il a réussi à éviter. Yu Seong avait très tôt saisi l'importance de savoir se battre. Il avait sagement investi son temps libre au dojo de Muay Thai. C'est sans difficulté qu'il pouvait faire plier la racaille. Il fallait bien ça pour survivre à l'enfer du lycée coréen. À leur tour, les autres se jetèrent sur lui, mais le succès leur échappait. Entre avoir l'audace de faire voler ses poings et savoir s'en servir, sachez-le, il y a une plus grande différence que vous ne voudriez bien le croire. Ça avait été un véritable massacre, et c'était la norme. Enfin, la relation entre les deux frères n'était pas exactement au beau fixe. Ils ne portaient pas le même nom, frères de sang, mais des inconnus en réalité. C'était ainsi que Min-su voyait leur relation. Il n'avait aucune estime de lui, tenant à ce que Yu Seong reste à l'écart, non pas seulement de ses affaires, dont le grand frère avait connaissance, mais de sa personne. En dépit de ce qui avait pu arriver, Yu Seong refusait de rejeter leur lien. À ce moment, il se tut et me présenta sa montre. Ce fut un présent de leurs parents, avant qu'ils ne s'envolent. Min-su lui demanda de s'en débarrasser. Je tourne autour du pot à la manière du récit qui me fut fait. Il était évident que Min-su craignait que Yu Seong soit refusé auprès des grandes universités par son lien avec lui. Ils étaient à eux deux une antithèse. Le grand frère d'un côté, président du conseil des élèves du lycée, préadmis pour l'université nationale de Séoul. C'était le soleil, la lune et son ombre. Min-su, un fauteur de troubles notoire. Kang Yu Seong s'appelait à l'origine Lee Yun-se. Il eut la chance d'être adopté quand son frère dut rester à l'orphelinat. Vous devinerez que Min-su ne commettait pas ses crimes sans raison ni but. Au contraire, il accumulait une manne d'argent qui lui permettrait d'échapper à sa condition. Mais ça, ce n'était pas sans risque. Si Yu Seong marchait sur une route pavée d'or, il regrettait que son frère ne soit pas à ses côtés. Aussi, il détestait l'idée qu'il vienne détester pour ne pas avoir pu bénéficier de la même chance. C'est à partir d'ici que commença l'enquête de Yu Seong.
Dans 2 ans, son frère serait mis à la porte de l'orphelinat avec 5 millions de won en poche. C'est ce que le gouvernement coréen offrait à ses infortunés, soit 3 000 €. Autant dire qu'on ne va pas bien loin avec ça. D'autant plus que le marché immobilier coréen n'était pas exactement à son meilleur. En bref, c'était trop peu d'argent pour s'octroyer le temps nécessaire à trouver à la fois un appartement et un boulot. Min-soo aurait accumulé plus ou moins 600 € avec ses activités, les campagnes de dons de sang mensuels étant la chose la plus profitable qu'il ait pu trouver. Cependant, ça restait tout de même bien trop mince comme rentrée pour préparer la sortie de l'orphelinat. Il pouvait espérer parvenir à faire monter les 3 000 du gouvernement à 5 ou 6 000, mais plus resterait du fantasme. Yu-seong me relatait le récit de l'enquête qui fut ouverte ce jour. Les fonds alors secrets de son frère ne l'étaient plus. Park Do-yoon avait suivi les Min-soo avec à l'esprit le désir de se venger de l'humiliation qu'il subit plus tôt. Sans doute du moins, il l'aurait ainsi menacé de blackmail, puisque si le gouvernement vous trouvait, vous mineur, en possession d'argent sale, celui-ci vous était confisqué. C'était pour Do-yoon un moyen particulièrement simple de faire plier Min-soo. Plus tôt au lycée, Yu-seong était retourné en cours, contrairement à son frère, et put alors assister au retour de la terreur Jo Chang-se. 4 semaines de réhabilitation pour l'un des gangsters les plus terrifiants de la capitale. Et pourtant l'enseignant était catégorique. Chang-se avait changé et il espérait que ses camarades puissent l'aider à se réintégrer. C'est sur ce mot que Yu-seong s'arrêta quand les autres riaient. Pourtant, ce qu'ils virent, ce qu'ils furent parmi les premiers à voir à travers le pays, était le résultat d'une nouvelle politique qui avait pris mesure de la gravité de la situation. Que s'était-il passé dans ce centre ? Personne n'en avait la moindre idée. Par contre, ce dont tous étaient désormais sûrs, c'est que ce qui s'y tramait était sans doute pire que le traitement que le pays réservait à ses criminels adultes. L'ancien diable n'était plus, il tremblait, les yeux révulsés, baragouinait comme un gamin et se mit à rire tout en pleurant alors qu'il se pissait dessus. La transformation fut si drastique que personne n'eut le cœur à rire. Voilà qu'était passé l'acte contre la violence juvénile. Le parti progressiste qui promulgua l'adoucissement des peines 10 ans auparavant dehors dans la honte, ayant perdu l'entièreté du soutien populaire. À partir de cette année 2013, seraient construits à travers le pays des camps militaires de redressement pour les délinquants, lesquels seraient traités en fonction de la gravité du crime qui les y enverrait. Aussi, ils y resteraient aussi longtemps qu'il faudrait pour qu'ils soient considérés comme repentis. Ce qu'était devenu Chang-se coura sur l'estomac de Yu-seong jusque dans la soirée. Il avait pris l'habitude avec son chauffeur de faire un crochet par l'orphelinat avant de rentrer chez lui, sans s'y arrêter bien sûr, juste y passer une forme de nostalgie. Sauf qu'à peine arrivèrent-ils à ses abords, que les 2 hommes furent surpris par une foule, des cris et des sirènes de police. La circulation était difficile, ils crurent d'abord à un accident de la route. Mais alors que le véhicule passa devant le cul-de-sac où se trouvait le coffre au trésor de Min-soo, les bandeaux jaunes et noirs des scènes de crime arrachèrent son souffle à Yu-seong, qui se précipita en dehors du véhicule. Il se tut dans son récit, et fouilla au fond de la poche de son blazer. Il en sortit une montre au cadran brisé, identique à la sienne. Au milieu des cris des passants apeurés, tout doute fut levé. C'était un homicide. Craignant pour la vie de son frère, il poussa les passants, se frayant un chemin à travers la marée humaine. Son esprit vit son frère mort, couvert d'un drap. Il n'en était rien. Encerclé par 2 officiers de police, Min-soo, le visage balafré, apparut comme une coquille vide. À ce moment, Yu-seong entendit la phrase qui allait hanter sa vie pour Dieu seul savait combien de temps. Sous l'article 243 du Code de réhabilitation juvénile, Min-soo était en état d'arrestation. Son futur appartenant seul et seulement au centre éponyme. Il poursuivit, mais condamné au mystère de ces nouveaux instituts étatiques, celui-ci en devint trop elliptique. Alors, je ne peux en poursuivre le récit qu'en comblant les trous par mes propres découvertes. Sans nul doute, partout où il existe du secret, vous trouverez un fonctionnaire sous-payé qui, en échange de quelques pièces, sera bien heureux de se soulager de ces mêmes pesants secrets. Le 5 octobre, je repris contact avec Yu-seong. Ainsi débuta notre enquête sur les convictions de Lee Min-soo et son parcours à venir en enfer. Dès lors, je vous conterai son récit complet jusqu'à sa libération. Aussi, quand cela sera important, je me permettrai de revenir sur l'enquête qu'a menée Yu-seong au cours de l'année passée. Je vous introduirai également les autres personnages qu'il fut, comme moi-même, amené à rencontrer au cours de l'enquête. Fut créée une sorte de cour bâtarde, mi-tribunal pour enfants, mi-cour martiale. L'on y cherchait avant tout le repenti, et ce n'était certainement pas là-bas que vous retrouveriez de grands plaidoyers cherchant compassion. Ceux-ci étaient gentiment ignorés, et au mieux, plus généralement, ils étaient tués dans l'œuf. La mission qui leur fut confiée par le gouvernement coréen était de réformer la jeunesse coréenne en 5 ans. Alors, nécessairement, rudesse était reine, souvent plus violente que les criminels qu'elle accusait. Min-soo se défendit pourtant d'avoir commis le moindre crime, et ce, en dépit d'une montagne de preuves à son encontre. Ses empreintes étaient présentes sur la brique, qui servit entre autres au meurtre de Do-yoon. Et, bien sûr, il y avait aussi l'entièreté de son dossier criminel qui, bien que n'ayant concrètement de lien avec l'affaire présente, ne jouait pas en sa faveur pour autant. La stratégie, historiquement pour criminels mineurs, était justement de jouer sur la pitié des jurés. Du juge lui-même qui, à vrai dire, avait été nommé par le nouveau bureau de réhabilitation pour son côté cru et dur.
L'on avait clairement conscience du stratagème. De toute sa carrière, jamais il n'eut vu personne exprimer des remords devant le fait accompli avant qu'il ou elle ne réalise être dos au mur. Il était inconcevable de vivre dans un monde où l'on tuerait pour une créance, du harcèlement, une tromperie, allez savoir quoi d'autre. Le monde se noirait sous les corps et c'était une leçon que chaque juge devait dispenser aux jeunes âmes qui leur seraient présentées. Cela ne les empêchait pas de comprendre leurs actes, mais c'était aussi loin qu'irait leur pitié. Ces jeunes n'étaient pas condamnés parce qu'ils étaient fous, mais parce qu'ils l'étaient de se croire vivre dans un bain d'impunité perpétuelle. Minsu, qui n'avoua pas, qui n'exprima remords, qui ne formula excuse, fut ainsi condamné de manière expéditive au camp de réhabilitation pour mineurs de Cheorwon, à 2 heures au nord de la capitale sud-coréenne. Dire qu'il s'agissait d'un lieu isolé serait être bien léger, proche de la frontière nord-coréenne, au milieu des montagnes. Pour s'y rendre, il fallait supporter les interminables routes de montagne et leur terrible solitude. Que ce soit au camp de Cheorwon ou aux autres qui furent bâtis dans les alentours, les délinquants y étaient envoyés par convoi encerclés de véhicules de police tôt le matin. Ces camps ne poussèrent du jour au lendemain du sol. Ils étaient en réalité d'anciennes bases militaires à l'abandon, réaménagées d'urgence pour répondre aux besoins de la nouvelle politique en place. Vous devinerez que le crime et la jeunesse coréenne n'avaient pas qu'un sexe, et qu'autant l'un que l'autre savaient se montrer dégénérés. L'un des grands motivateurs du changement de paradigme fut notamment la crise des naissances, menaçant la péninsule coréenne d'effondrement de population d'ici 80 ans. La décennie 2010 fut le début d'une conjoncture noire pour le pays. Enfin, au milieu de ces sauvages, Minsu faisait tâche. Nombre de ses geôliers eurent du mal à croire en la liste des multiples chefs d'accusation culminant au meurtre d'un autre lycéen en le regardant. Quand j'appris à Yuseong que son frère clama l'innocence, celui-ci s'éveilla. S'il s'agissait d'une bonne nouvelle et que nous pourrions l'en sortir. Je ne partageais pas la même vision. Nous n'avions que 6 ans d'écart d'âge, mais je voyais la sagesse avec moi. Peut-être valait-il mieux accepter son sort, en dépit d'une potentielle condamnation à tort. Du départ du centre de détention provisoire coréen au centre de réhabilitation, tout était un long rituel, minutieusement prévu pour casser les accusés. Le trajet ne durait pas les 2 heures normales qu'il vous faut pour le faire vous-même. Non, il sillonnait sciemment les montagnes, suivant un trajet affreusement long qui, par son absence de pause, mettait sans jamais rater les jeunes à cran. L'écrasante majorité de ces derniers, se croyant toujours tout permis, ne se refusaient rien devant les forces de police mielleuses qui le remettaient à leurs confrères. D'abord, ils assisteraient à ce que tous fatalement deviendraient des animaux. Un bataillon de ces racailles courait, les larmes aux yeux tant ils étaient éprouvés en criant, imitant le porc. Alors, après une incrédulité passagère, viendraient les rires. Aux éclats, mais ils seraient de courte durée. Le personnel du centre arrivant, commandant au bataillon animal, de se taire et de se mettre en position, de faire preuve de respect au directeur et de le saluer. L'identité de cet homme était autant un secret d'État qu'elle fut simple à trouver. Pavlev Rurikid, un ancien général de l'armée ukrainienne. Il fut à la tête d'un bataillon de leur équivalent de notre légion étrangère, ne jurait que par l'autorité et son respect le plus absolu, n'ayant aucune pitié à casser quiconque s'y refuserait, voire s'il n'y trouvait pas un certain plaisir. Il jouait un jeu sordide avec ces jeunes rebelles, ordonnant à tous de se plier devant lui. Se plier, on en rigolait chez les nouveaux. Pourtant, à peine ces mots s'échappèrent-ils de sa bouche que le bataillon du camp s'exécuta d'une violence extrême. La terre asséchée comme les corps fit place à l'empreinte des crânes de tous. Rurikid avait été chargé de mettre au point la même routine à chaque nouveau wagon venu de condamnés. Il ordonne ensuite à sa troupe de faire des pestes qui venaient d'arriver du bétail. Une humiliation à laquelle la racaille n'était toute sauf habituée, qui, forcément, les inciterait à la rébellion, mais il n'y aurait rien de tel. Le mot d'ordre au camp, c'était la force. Le refus d'autorité n'entraînerait que sa propre perte. La peur est contagieuse et chez la racaille, elle vient vite. Comme la nôtre en France, elle se casse rapidement la figure une fois opposée à plus fort qu'elle. Au milieu de la raclée de bienvenue, Minsu gît. Il fut l'un des rares à comprendre que faire preuve d'ego ne ferait que de le conduire à sa perte. Ce rituel permettait au précédent bataillon de bétail de récupérer partiellement son droit à la parole. Les voici promus au rang d'esclaves. Le nouveau bétail étant tout trouvé. Jouer le mort était sans aucun doute la meilleure des options. Du directeur à sa troupe, aux forces de l'ordre et aux gardes qui les conduisirent jusqu'au centre, et qui étaient instruits de garder leur calme à l'image d'un sourire faux gravé sur leur visage, voudriez-vous quitter leur aide avec un peu trop d'insistance ? Que la haine qu'ils éprouvent réellement à votre rencontre serait libérée sans mesure. Une fois que vous êtes pris dans l'engrenage du centre de réhabilitation, vous n'avez plus ni alliés ni camaraderie. Rien. Vous êtes ici pour que l'on fasse de vous un citoyen de premier ordre, obéissant et respectueux de la loi. Sauf que l'état d'impunité régnant a fait d'une partie de la jeunesse un fardeau pour le pays, lequel devait être discipliné. La situation imposait des mesures qui, pour même ceux qui votèrent en faveur d'un changement de trajectoire, seraient sans doute trop abjectes pour qu'elles soient laissées connues du public. Mais tout restait cependant comédie, et Minsu, à l'instar de quelques rares condamnés, le savait. Le nom des quelques éléments, tant soit peu prometteurs, remontait rapidement aux oreilles extérieures. En bref, autant les gardes que le troupeau de Rurikid étaient instruits de ne pas toucher aux points vitaux, d'exagérer leur rage. Ce n'était là aucunement une parade de violence, avec derrière le désir de tuer, ni même de grièvement blesser. Surtout, le gouvernement ne se serait pas permis de librement tuer ces jeunes condamnés. L'une des promesses électorales fut de ramener l'ordre et de faire des délinquants l'exemple d'une nation qui regarde vers l'avenir.
Sauf qu'à se montrer malin, vous vous retrouveriez rapidement dans le viseur du directeur Urikid, et c'était un rôle difficile à assumer. Il savait cependant apprécier ceux qui comprenaient vite les intrications de ces jeux. Contrairement aux troupeaux de porcs, Minsu devint l'un de ces rats, lesquels savaient le divertir. Peut-être Minsu échappa au plus dur, il eut quand même à supporter les coups de semelle du directeur. Une fois tous furent déshabillés, il pouvait passer à la deuxième étape de bienvenue. En parallèle de ce qui arrive à Minsu, Yuseong se donnait corps et âme, pour essayer d'en apprendre plus sur ce qu'allait devoir supporter son frère. C'est ainsi qu'il fut amené à se rendre au domicile de Chongse. Lui, qui vivait au sein du pensionnat du lycée, avait été déménagé à son retour à l'intérieur d'une résidence médicalisée. Yuseong usa de son éloquence pour en passer les grilles et de compétences qu'il se serait cru avoir oubliées pour pénétrer à l'intérieur de l'appartement de Chongse. Quand il était plus jeune, son frère et lui entraient souvent par effraction à l'intérieur de domiciles vacants en quête de quoi que ce soit de valeur. Généralement, Yuseong s'infiltrait, pendant que Minsu tenait la garde. Un jour, la police les attrapa et ils perdirent bien de leur liberté au sein de l'orphelinat. Il m'avoua sa honte à propos de son passé. Et ce jour, il ne le regrettait pas. Je comprenais sa soif de réponse et je ne me serais point permis de le condamner. Il s'attendait, sans y croire, à ce qu'il trouva à l'intérieur. Chongse avait les mains emmitonnées et attachées au barreau du lit. Il ne parlait pas, il se contentait de bruits, de lamentations et de quelques mots au milieu d'excuses. Rien qui ne faisait quelconque sens. Vraisemblablement, il était fou. Yuseong essaya tout de même de lui arracher quelque chose, quoi que ce soit à propos du centre. Cela semblait vain. Les rumeurs quant au pourquoi du comment Chongse finit dans pareil état faisaient écho d'une chute sur sa tête. Dur à croire quand il n'avait pas le moindre bandage, signe d'opération, quoi que ce soit alors qu'il y avait passé seulement 4 semaines. Sûrement, il devait rester des traces de cet incident, pourtant, rien. Il devait se tramer autre chose, quelque chose de grave. Yuseong en était persuadé, et de voir ce qu'était devenu la terreur du quartier, que même la police craignait, ça l'effrayait. Autant que la colère montait. Il n'y avait passé, encore une fois, que 4 pauvres semaines, quand Minsu risquait d'y passer sa vie. Il lui somma de lui répondre, mais rien. Il ne pouvait rien tirer de Chongse, ce type était un légume animé. Yuseong crut à la perte de temps, jusqu'au moment où il vit sur le torse du repenti les restes d'une marque rouge. Quiconque était admis au camp de réhabilitation pour mineurs se voyait peint sur le torse une lettre d'encre rouge, correspondant à la gravité du crime ou des crimes qu'ils avaient commis, allant de E à A. Cette dernière lettre était réservée aux éléments les plus dangereux du centre. Urikid n'aurait grand monde avec qui s'amuser, lui qui appréciait tout particulièrement voir évoluer les pires d'entre nous. Sauf qu'un individu était ici pour meurtre, en plus d'une petite collection de crimes qui aurait de quoi rendre jaloux certains experts du domaine. Minsu avait une fois de plus su taper dans l'œil du directeur. Il y mit même le deuxième doigt. Sans doute Urikid n'aurait pas vu venir que le rat de sa nouvelle promotion se serait avéré être le plus vil de tous les condamnés. La lettre A, badge des mécréants sans foi, Minsu marchait dans les pas des Chongsu et autres. Il vivrait l'enfer. De l'autre côté des grilles, au cœur d'un Séoul qui commençait à peine à respirer, l'étreinte qui pesait sur Yuseong ne lui octroyait le même goût à pareille liberté d'esprit. En quête de réponse, la piste de Chongsu n'ayant été qu'une immense perte de temps, il s'était rendu au lycée pour filles d'Ewa, où, me racontait-il, bel homme qu'il était, Yuseong ne passait point inaperçu. Il fut approché par 2 filles, qui voulurent son Instagram, problème étant qu'il n'en avait pas. Il crut que cela suffirait à les repousser, bien mal l'en apprit, et elles étaient d'autant plus intéressées. Mais cela tombait bien, puisqu'il cherchait quelqu'un, et que, sans doute, elle pourrait l'aider. Ga Semin. À peine ce nom lui échappa des lèvres, que les 2 lycéennes perdirent toute excitation. Il s'agissait d'une de leurs camarades de bahut, dont elle, ni personne à vrai dire, n'aurait tiré les éloges. Élégamment appelée « la folle dingue », elle terrorisa le lycée d'Ewa, au point qu'elle eut droit à un aller-retour au camp de réhabilitation pour adolescentes. Yuseong, déterminé, n'y alla pas par 4 chemins. Elle ne l'intimidait pas, à vrai dire, il pouvait avoir le monde contre lui, qu'il aurait poursuivi sa marche à contre-courant. L'adrénaline est certainement une sacrée drogue. Ainsi, il lui confia vouloir en savoir plus sur le centre. Son approche, il la jugea bien trop directe, alors qu'elle lui dit d'aller se faire mettre. Mais avant qu'elle ne parte, il lui révéla la raison. Son frère y fut envoyé. Il se lamenta bientôt, c'est comme ça, Yuseong eut toujours souffert de son côté trop brut de décoffrage quand il avait quelque idée en tête et qu'il comptait aller au bout de celle-ci. Mais au contraire, de le savoir peiner d'un proche condamné au camp, Semin lui jeta un casque et l'invita à grimper sur sa moto. Là n'étant le lieu approprié pour en parler. J'essayai moi-même de rentrer en contact avec Semin. Elle accepta de m'aider à étayer mon récit, mais elle préféra rester anonyme. Ainsi, j'utilise un nom d'emprunt. Je m'en tiendrai au strict minimum et répondrai à votre curiosité. Elle accepta de répondre aux innombrables questions de Yuseong, puisque non seulement elle eut à souffrir de ce lieu infernal, elle aussi avait un frère, et lui aussi y était encore. Elle n'eut qu'un mot à répondre quand Yuseong lui demanda comment était la vie là-bas. L'enfer. Le protocole pour casser les âmes rebelles leur imposait une série d'exercices physiques infernales, à laquelle ils ne pouvaient se soustraire sous aucun prétexte. Des heures à courir, enchaîner squats, pompes et burpees, sans l'ombre d'une pause à l'horizon, en plein soleil.
Le tout, bien sûr, en continuant de jouer le rôle d'animaux de ferme. Adieu la parole, et d'autant plus pour les lamentations qui n'étaient pas les bienvenues. Ils n'eurent aucune pitié pour leurs victimes et devaient supporter l'inversion des rôles, sans quoi le châtiment s'en retrouverait décuplé. Le pire étant que celui-ci était collectif. Le premier à tomber condamnait les autres à tout reprendre depuis le début. Au milieu des coups maîtrisés, quiconque supplierait pour un rapide aller-retour au cabinet obtiendrait une grâce inattendue à laquelle, surprenamment, tous ceux qui auraient également besoin de se soulager obtiendraient ce soupçon d'accalmie. Alors, le bétail pressé par leurs vessies ou sphincters s'alignerait, il n'y aurait pas d'autre pause autorisée et ils devraient finir leur punition une fois sortis. Sauf que si vous preniez la chose sous un angle de logique froide, pourquoi, dans ce milieu de violence, les supplices d'un des leurs auraient fait effet? Pourquoi ce que l'on rabaissait à un rôle d'animal pourrait bénéficier d'un passe-droit aussi soudain? N'importe qui pouvait prétendre avoir quelques maux de ventre pour profiter d'un instant de repos. Ces tergiversations traverseraient l'esprit des plus malins, jusqu'à les mettre sur leur garde. L'invitation de Rurikid sonnerait toujours cynique. Il était strictement impossible de regarder cet homme dans les yeux et de croire en sa parole. À vrai dire, rien qu'à son ton, un aveugle se serait méfié. La bonté inconditionnelle est à l'image d'un fruit sans nom au milieu d'une forêt. Le plus sucré paraît-il, le plus attrayant il vous sera, et vous voilà au sol, la gorge bulleuse et la mousse filant à travers votre mâchoire constriquée, gorgeant le parterre forestier. Minsu fut l'un des seuls de son troupeau à s'en apercevoir. Il cria comme un rat, on lui octroya la parole, et il expliqua se sentir mieux, son ventre ayant souffert de l'entraînement soudain, mais que cela n'était que de passage. Violemment brusqué par l'un des gardes, la surprise dut être douce quand on lui proposa de revenir sur sa décision. Il n'y avait aucune place à la clémence au sein du centre. À en déborder, il dévoilait ouvertement qu'un supplice terrible attendait ceux qui ne comprirent pas réellement ce qu'être réduit à la condition animale était. À chaque fois, il y en avait au moins une petite dizaine pour saisir qu'il s'agissait d'un piège. Sauf que la délinquance juvénile n'étant rarement bien brillante, leurs rares congénères un tant soit peu lucides ne créaient presque jamais de mouvement de foule. Ils étaient un moment pour leur droiture morale abrutie, autant que pour vouloir mieux paraître aux yeux de leur geôlier. C'était évident que jamais personne n'offrirait à des porcs de se soulager aux toilettes. Rurikid leur promit 30 minutes de répit. Mais la réalité est cruelle pour ceux qui essayent de tricher le système. Ceux qui savent se contrôler, qui refusèrent cette pause inopinée donc, firent état d'un caractère proprement humain, ainsi ils obtinrent le droit à une pause. Pour ceux qui manquèrent de perspicacité, en revanche, ils furent forcés de former un centipède humain, lequel ils allaient devoir tenir. Aussi était solutionné le problème des toilettes, il suffisait de se laisser aller, comme des bêtes, la cuvette là où reposaient leurs jambes. Ce fut une humiliation sans nom. Sans doute vous comprenez pourquoi le gouvernement tenait son programme bien loin des organisations prônes à invoquer les droits de l'homme pour s'opposer à bien des dérives. Le centipède n'eut à tenir 30 minutes. Les jeunes hommes qui le formaient furent tous tabassés sans exception, jusqu'à ce que, pour sûr, ils comprennent qu'ils n'avaient aucun droit en plus de ce qui leur était octroyé. Je me répète, la clémence leur était prohibée. Ils n'en avaient jamais fait preuve. Alors, ils n'en méritaient aucune. Au terme de ce passage à tabac, les bêtes furent arrosées, comme le bétail en était. Il n'y avait véritablement aucune subtilité dans le protocole de Rurikid. Voyez comment sont traités des animaux dans ces grands élevages qui font polémique, et vous trouverez vos réponses quant au protocole. Il fallut 3 heures seulement pour en réduire à ça les pires teignes qui pourrissaient la Corée. La peur s'était emparée d'eux, car qui sait jusqu'où irait ce mystérieux directeur et ces hommes qui paraissaient prendre plaisir à les humilier autant qu'à les violenter. Surtout, les violenter. Surtout. Les violenter. À leur tour, les élus du bon sens eurent droit à leur douche. Puis, les sirènes du camp crachèrent depuis leurs tripes un strident cri métallique et rouillé. Il s'agissait du signal que la journée touchait à son terme. Entre le trajet volontairement interminable et 4 heures de plus de présentation, j'atteste de guillemets mon audience orale, et de ce mélange infâme de sévices physiques et psychologiques, le soleil déjà caché par les nombreux pics de la région tournait peu à peu au rouge. L'on allait nettoyer la cour et nourrir les bêtes. Je tiens de l'ancien garde de Maesung, non d'emprunt bien sûr, nombre d'anecdotes sur le directeur Pavlev Rurikid. Surtout ce qu'il faut retenir, et je cite, est l'aura légendaire qui émane de lui à tout moment que les pires actes de cruauté semblaient exaltés à travers l'absence absolue d'empathie dont il faisait preuve. Il n'était pas une personnalité polarisante, plus qu'il était fondamentalement détestable, mais il disposait de quelque chose propre au plus grand tyran, ceux que tous suivent les yeux fermés. Il y avait, je peux comprendre, quelque chose de beaucoup plus profond que de la peur. Passons, les rations données au bétail, vous me pardonnerez la plaisanterie, donner du crédit à ceux qui se voyaient visiter la Corée du Nord voisine d'au-delà les montagnes. Les nouveaux arrivés avaient certes droit au même minimum syndical que leurs voisins attablés, aussi ils avaient droit au port de la tenue grise et triste propre au camp, une vraie tenue de bagnard. Tout cela, le jeune bétail n'y avait droit, pas encore. Il mangeait par terre en caleçon. Au moins il pouvait se trouver un peu plus de similarité puisqu'il manquait aux 2 groupes découverts pour manger. Dès lors, tout se doutait qu'il ne pouvait attaquer tant que l'ordre ne serait pas donné. Encore et toujours, seuls les animaux se jettent sur la nourriture quand ils la voient. Les nouveaux pouvaient assister à un nouvel outil d'humiliation, le chant de gratitude. Il leur fallait à tous mettre du cœur. Les pensionnaires attablés révélaient ces regards aussi vides que fous. Des regards
des inhumains, alors qu'ils entonnèrent le chant. Je m'épargnerai la mélodie. Humains nous sommes, bétail nous sommes, nous mangeons ce qui nous est offert, notre liberté est d'obéir. Merci pour vos injures, merci pour vos blessures, l'on vous en conjure, réhabilitez-nous. Autant je ne peux qu'acquiescer, tout en ce lieu était fait pour déshumaniser ces âmes belligérantes, nous pouvions apercevoir tout de même le but derrière le protocole. Le plan a toujours été de faire des éléments les plus chaotiques de la société ses meilleurs membres, d'un point de vue du respect des lois, des coutumes, du savoir-vivre, en bref de l'essence même de la culture coréenne. Il était impératif de casser tout égo, toute fierté qui entraverait leur apprentissage du respect de l'autorité comme figure de pouvoir absolu, tout en enseignant que leur liberté s'arrêtait où la loi en définit les frontières. Le problème étant que face à la torture, les esprits conscients de leur tort, présents à cause de faits dont ils avaient donc pleinement conscience, ne feraient que d'embraser leur âme, déterminés à combattre jusqu'à sortir, nourrissant au passage une haine viscérale, puissante et diablement rancunière. Tel était le cas de Min-Su, surtout qu'à ce moment, personne d'autre que le juge et quiconque ne put lire les conclusions de sa conviction qu'il clamait l'innocence. Il se jura d'endurer, endurer pour sortir. Le soir même, Yuseong put voir de ses yeux vus le crépuscule d'une époque tombée sur le camp des horreurs, le premier du pays. Min faisait chaque jour le trajet jusqu'à arriver où elle emmena Yuseong, soit sur une route en amont du centre offrant une vue surplombante. Ils étaient si loin qu'ils se retrouvaient entourés du silence propre à ces routes de montagne désertes. Le contraste avec ce qu'elle avait vécu et savait son frère à l'intérieur de ces murs faisait de ce silence une enveloppe épaisse, aussi lourde que triste, qui faisait si mal. Le plus longtemps elle restait à regarder, mais lui tournait dos, agitait le poignard qui lui transperçait l'estomac. L'angoisse lui bouffait le souffle et elle devait contenir ses crises, garder le masque à tout prix. Yuseong n'avait pas la moindre idée à l'époque que son frère serait incarcéré le jour même. Je fus celui qui lui apprit à propos de leur procès qui n'emportait que l'habit. Expéditif comme leurs voisins du Nord savaient les faire. L'enfer. Yuseong crut comprendre que c'était bien ce genre d'endroit dont il était question. Pourtant, il refusait de s'abandonner à l'idée que son frère devait subir son courroux. Min était catégorique. Contrairement à l'enfer bâti pour hanter l'homme, au moins celui-ci lui était consacré. Qu'importe comment quelqu'un voudrait qualifier le camp de réhabilitation. Tout ce qu'elle pouvait en dire est qu'il était antinomique au propre de l'homme. Quand le soir vient, les démons s'emparent d'elle. Ils lui volent l'accalmie du sommeil et seuls les médicaments ou l'alcool étaient capables de la lui récupérer. À vrai dire, elle fut surprise, dans le bon sens du terme, que Yuseong ait le courage de venir la trouver. Cela témoignait de l'amour qu'il portait à son frère. Il lui avoua que le dernier souhait de leur mère mourante fut qu'il prenne soin de son petit frère. Yuseong devait le protéger et il ne supportait pas l'idée qu'il ait échoué. C'était la raison quant à pourquoi il était allé la trouver. Il pensa bon de mener une petite enquête, de rentrer en contact avec ceux qui furent libérés du camp alors seulement très récemment ouvert. Les journaux n'avaient vent d'aucune entrée ni sortie, et, de toute manière, la presse coréenne, je l'appris plus tard, fut formellement instruite de ne pas chercher à entrer en contact avec les réhabilités, d'y décrire à propos des centres sous peine d'être violemment écrasés par le glaive de la justice. Min fut la seule parmi les quelques noms qu'il parvint à trouver à en être sortie saine. Aussitôt, elle lui demanda s'il était intéressé quant au comment du pourquoi elle fut capable de survivre au centre de réhabilitation. Cela redonna espoir à Yuseong, ça voulait dire qu'il y avait moyen de s'en sortir. Mais il s'attendait à tout, sauf à la grimace abrutie qu'elle lui offrit. Sauf que là où il crut à une blague de très mauvais goût, il n'en était rien. Le seul moyen qu'elle trouva pour échapper aux atrocités que l'on y subit fut de jouer les abrutis. Pas les folles, elle ne voulut risquer l'internement, simplement qu'entre ce pourquoi elle y était, son comportement d'idiote factice, elle bénéficia d'une remise de peine, en quelque sorte. Bien qu'initialement Yuseong ne voulût y croire, il suffit à Min de passer sa main sous ses longs cheveux pour révéler le désert marqué d'affreuses brûlures. Perruque voletante au gré du vent, l'épouvante, le bâillonna. Ce scalp meurtri fut le prix à payer pour que Min puisse obtenir sa liberté avant tant d'autres. Yuseong devait comprendre que cette forteresse renfermait les pires des pires déchets, je reprends ces mots, du pays. Un attroupement de cinglés, contrôlé par les bouffons de diables cyniques. La comédie règne derrière une façade de violence crue. Quand elle comprit que le temps aurait raison de sa sanité, elle libéra son grippe des freins de l'hésitation, et quand ils eurent à l'occasion de tâches ménagères, de manipuler l'huile de cuisson usée, elle y plongea la tête. Ce moment, elle rit, les larmes aux yeux. Faisant preuve de tact, Yuseong s'excusa. Au fond, il était dubitatif, et il n'y avait aucun mal à ça. Il en avait entendu assez, pour l'heure du moins, de compter la pousser à ressasser davantage la misère qu'elle avait à contempler du matin au soir, qui la poursuivait même jusque dans ses rêves. Yuseong et moi partagèrent une impression commune à propos de Min. Ses yeux trahissaient le masque et la comédie qu'elle voulait qu'il joue. On y lisait un profond malheur, entre autres dépit et peine. Elle nous apparut à nous deux épuisés, comme si la vie elle-même était un fardeau pour elle. Bien sûr, cela n'avançait pas réellement Yuseong. Sur le moment, il se sentit davantage impuissant, condamné à croire en son frère pour qu'il soit aussi vif que Min, à comprendre comment jouer au jeu, pour y perdre le moins possible. Celle-ci ne s'attendait pas à trouver de la pitié,
et même de partager un moment de complicité, non seulement autour du centre du diable lui-même, mais plus généralement. Il m'est difficile de rester neutre quand vous écoutez une histoire d'horreur paraissant sincèrement invraisemblable, et pourtant bel et bien réelle. Après les protocoles qui avaient leurs différences entre camps pour filles et pour garçons, après douche et repas vous est donné une seule et unique tenue. Aussi, l'on vous appose un collier équipé d'un GPS. En somme, si s'échapper était déjà hors de question, les moindres de vos mouvements sont scrupuleusement passés à la loupe, et gare à vous si l'on vous estime complotant pour vous enfuir ou quoi que ce soit d'autre qui serait jugé contraire aux règles établies. Vous êtes également confié une trousse de toilette contenant le strict minimum, puis vous êtes amené à l'intérieur du bâtiment central, l'immense complexe carcéral, avec en son centre une pancarte sur laquelle l'on pouvait contempler un message véritablement cynique, pour une vie humaine. À chacun est attribuée une chambre, mais évidemment, il ne fallait espérer jouir d'une quelconque vie privée. Surtout, point important qu'elle se garda d'expliquer jusqu'à en venir au concret, mais si en effet Hussein pu découvrir que les prisonniers du centre étaient marqués d'une lettre, cette marque avait une importance significative, puisque non seulement attestait-elle de la sévérité des crimes commis, mais il déterminait qui seraient vos camarades de cellule. Eux correspondaient à quelques agressions quelconques. D pour ce qui relevait de la consommation de drogue ou d'autres substances interdites aux mineurs. C pour le trafic, le vol, la fraude ou la contrefaçon. B, où ces mines fut assigné, était réservé aux attaques physiques avec circonstances aggravantes. Minsu, à travers sa condamnation pour meurtre, se retrouverait forcément chez les A, catégorie réservée aux meurtres donc, agressions sexuelles, et la longue liste d'offenses qui vous enverrait une trentaine d'années au frais si tant est que vous soyez un adulte. Minsu n'a jamais été un violent, m'assura Yuseong. Je sentais remonter depuis ses viscères sa peur glaciale, à travers sa voix tremblante, légèrement éraillée par l'angoisse et le manque de sommeil. De mon côté, je me savais dans une position délicate. Je jouais un jeu de pseudo-reporter des actualités coréennes pour un journal français, ce qui nécessairement m'imposait de passer une bonne partie de mon temps à être trimballé à travers le pays et d'écrire à propos de sincèrement tout et rien. Ce sont des années entières que nous avons passé à théoriser sur ce que pouvaient être les conditions de vie au sein des cellules A. Nous obtînmes éventuellement la réponse. Je me garderai de vous dire comment, pour l'heure, afin de préserver la trame narrative. Une seule et unique cellule existait pour les condamnés de classe A au sein du premier camp. Ceux-ci, avant l'arrivée de Minsu, étaient au nombre de 5. Ils l'accueillirent à leur manière, un Mexican standoff. C'est une confrontation à laquelle aucun stratagème ou subterfuge vous permet d'y échapper. Régnait entre les 4 individus, sur lesquels le regard de Minsu se posa, cet anagramme spirituel du chaos, dont vraisemblablement une figure semblait se distinguer supérieure aux autres. Elle resta silencieuse quand ses laquais s'occupaient de jouer les teignes, quémandant avec une véhémence certaine au nouveau de se présenter, sans oublier bien sûr de lui demander ce qu'il avait fait pour l'amener jusqu'à eux. Minsu s'y attela, sans laisser apparaître une fissure de peur au travers de son visage glacial. Immédiatement les larbins se mirent à rire. Ce n'était en rien des rires moqueurs. Plutôt, ils voyaient en l'orphelin de Seon Grak une prémisse prometteuse. Cet établissement avait sale réputation. Je m'abstiendrai de vous expliquer qu'un orphelin n'est rarement promis aux sphères les plus hautes d'un quelconque milieu dans lequel il évoluerait. Leurs esclafades se turent néanmoins à peine le chef des lieux l'ouvrit-il. Le passé de Minsu n'avait aucune valeur ici. En revanche, ce qui l'y avait conduit davantage. Il savait ne pas devoir se fier à l'apparence de quiconque serait condamné à la cellule A. Minsu ne laissa au silence le temps de créer plus d'anticipation que nécessaire. Ainsi, loin de mes effets de style, il s'en tint à un mot et un seul. Meurtre. Celui-ci ne tomba pas seul, cependant. Les différents visages de la chambre se figèrent dans des expressions variées. La pesanteur extrême qui s'ensuivit rendit évident que parmi les bruyants laquais, personne n'était ici pour une offense du même acabit. Cela n'échappa pas à Minsu, qui comprit alors qu'en dépit d'être nouveau, il jouissait d'un atout qui forçait le respect chez ses nouveaux camarades. Un bref malentendu se glissa au milieu de ces présentations, quand l'un des roquets se tourna vers celui qui semblait pourtant être le chef. Le monde, dit-il, s'effondrait pour leur clébard. Sauf qu'en baissant le regard, tout prenait sens. Cette figure silencieuse, à l'aura palpable, était depuis le début assis sur l'un des détenus de la chambre. Des lois propres au dortoir existaient en parallèle des officiels du camp. Encore ces dernières étaient claires pour quiconque y était envoyé dès leur premier jour, celles des détenus étaient floues et il fallait être particulièrement capable de les discerner au milieu de leur vie sociale, sans quoi vous vous retrouveriez condamné au rôle de clébard vous-même. La vie carcérale était scindée entre 2 enfers, mais là où l'un était pur cinéma quêtant un but précis, réinsertion éclair, l'autre, je le crus néanmoins, n'avait aucune aspiration supérieure au déferlement de violence qui était sa loi première. En définitive, rien n'avait changé. Qu'importe où vous iriez, le plus faible est toujours l'ultime victime de quiconque n'aurait la retenue morale d'exercer leur pouvoir oppressif sur, qu'importe la manière ou le contexte.
Ici, vous aviez un défouloir qui n'avait nul autre effet que d'enhardir les plus abjects prisonniers dans leur comportement qui les avait conduits tout droit en ces lieux. En définitive, la violence ne solutionnait pas la violence. La seule résultante de cette bouillie morale était d'accentuer les antagonismes. Au sein de celle-ci, quelques individus parviendraient à jouer leurs cartes suffisamment intelligemment pour échapper au plus vite au centre. Mais trouvez-vous un signe de repentance sincère chez l'un des trois groupes, victimes, harceleurs et stratégistes? Non. Si le groupe s'était effondré dans un silence aussi explicite, c'est qu'ils perdirent la foi de faire de lui leur nouveau clébard. Il obtint un crédit suffisant pour jouir d'un minimum de paix. À 7 heures du soir, tous les détenus étaient contraints de coucher sur papier l'expression de leur repenti. Il s'agissait là de l'activité principale, puisqu'ils avaient à s'y plier 3 fois par jour. Aussi peu probable cela était que quelqu'un soit réellement payé pour lire à longueur de journée les torchons d'apprentis taulards, la probabilité, aussi mince était-elle que ce soit le cas, les forçait tous à s'y plier. Enfin, sur le papier. Sur le papier, oui, il n'y avait généralement par cellule qu'un seul à accoucher d'excuses parsemées de lamentations envers les nombreuses victimes de ses camarades de chambre, avant même les siennes. Le clébard était multitâche, quand l'on pouvait jouer avec le peu que les gardes vous amenaient, du papier, des crayons et quelques dictionnaires. Aussi sadiques étaient les règles du camp, on retrouvait ces dernières malicieusement réemployées par les détenus et utilisées sur leurs victimes. La parole est arrachée aux plus faibles, jusque là où les gardes ne s'aventurent que très peu, sauf que contrairement à eux, elle ne servait à aucun cadre, mais plutôt était utilisée de façon bâtarde, sans contexte, sans justification autre qu'une punition absente de tout cadre. Le cadre de vie était bien humain, réduit à ses plus bas instincts, succombant à la moindre de ses émotions, toutes négatives, puisqu'amplifiées par ce même cadre. Par contre, ses lois intrinsèques étaient limpides. À l'instar de celle de la jungle, si vous vouliez survivre, il vous fallait soit devenir plus fort, soit en avoir l'apparence. Et si vous ne pouviez pas, alors vous devenez la proie du plus fort. Son divertissement, son jouet. Vous seriez chanceux si l'on vous laisse seulement faire vos besoins en paix. À 8 heures, c'était les douches communes. Cela était l'un des rares moments de répit que vous puissiez avoir. 3 pauvres minutes, plus précieuses que l'or. Mais n'allez pas croire que la déshumanisation prenait congé. C'était une savonnette pour la 50aine de détenus à se partager. Seriez-vous surpris si le personnel médical coréen fût déjà mobilisé pour quelques lavages d'estomac? Manger le savon vous aurait peut-être permis d'échapper au centre à travers un aller direct pour l'hôpital. Ces cas demeuraient rares, la pression sociale jouait son rôle. À 9h avait lieu l'appel d'avant extinction des feux. Chacun devait beugler son matricule, rien d'autre. Et quand venait l'heure des chiens battus, la décision leur revenait d'offusquer un tortionnaire ou un autre. Pour le matricule de RA04, Moon Yeon-jeon, son choix fut alors fait lorsqu'il aboya. Bien sûr, les gardes sont conscients de leur dilemme, mais les ordres sont les ordres, d'autant plus que jusqu'à un certain degré, la loi du directeur Urikid n'échappait pas aux cellules. Mais jusqu'où les sévices étaient autorisés restait encore à voir pour quiconque se laisserait trop aller. À 10h donc, extinction des feux. Dans les larmes de nombreux, mais gare à vous si l'on vous y prend. Le camp n'est pas un endroit où faire preuve de faiblesse est toléré. Pour y survivre, mieux valait non seulement garder tête froide, mais vous détacher de vos propres émotions. L'on entend dans le milieu médical que les aidants partent souvent avant les aidés. Vous imaginez que la situation n'est guère différente ici. La journée débute à 5h30. C'est tôt, le sommeil est suffisant, plus ou moins 7h. Si vous parvenez à supporter la rudesse du PVC. En plus de la sirène retentissante sans gêne, hurlant dans le cœur de l'ovale, cet enfer strident qui résonne sans cesse à force de rebondir sur les murs que l'on aurait cru destiné à torturer ses invités dans cet exact scénario d'ailleurs, les lumières éclatantes de toute leur force aux rayons teintés jaune pisse viennent comme faire fondre vos paupières. Cette combinaison est, mes mots seront légers, insupportable. Fort heureusement, le corps humain sait s'habituer, et après quelques réveils infects, vous vous surprendrez à vous réveiller quelques minutes avant cet infâme spectacle de son et lumière. Mais ne traînez pas, les lève-tard ont la vie dure, puisque vous n'avez alors que 30 pauvres minutes pour nettoyer votre cellule de fond en comble, après avoir, bien sûr, rangé votre lit, soit un coussin par personne et 2 draps. À 6h, le petit déjeuner. Les portions sont risibles, mais c'était là un rare moment où, si vous êtes suffisamment chanceux pour être dans une cellule où règne une bonne camaraderie, vous pouvez alors profiter de celle-ci. Parler n'était en rien prohibé. Vous aviez couvert et bol, et l'on laisse les condamnés se servir. En bref, un semblant de vie humaine, avant de replonger droit dans le Styx. Cela dit, autant les gardes étaient instruits pour vous laisser vivre jusqu'à l'heure impartie, cette trêve s'arrêtait brusquement aux lois établies au sein de la chambre, et ceux qui ne jouissaient point d'une quelconque bonne entente avec leurs camarades sont toujours contraints à la torture de leur père. Pendant un temps, j'acceptais la chose, comme elle me fut expliquée. L'incrédulité me fit en oublier ma curiosité. Mais celle-ci me revint un jour, quand j'eus écho des divers sévices que ces jeunes délinquants s'infligent entre eux. Certains requièrent une aide matérielle extérieure. Ce ne fut que très tard donc que je pus faire sens de l'inaction du personnel du camp.
Pourquoi n'agissait-il pas? En voilà une question légitime. Il se trouve que Rurikid comptait sur l'effet de pression sociale accrue par les tensions, résultat de ses manœuvres poussant à bout tous ces esprits teigneux, pour ainsi leur instruire par la pratique que la vie en société, comme au cœur de cet altar noir de rédemption, est elle aussi soumise à un contrôle de soi personnel et nécessaire, sans quoi les foudres de la majorité vous condamneraient. En d'autres termes, vous étiez implicitement forcé à vous plier et vous fondre dans la masse, contraignant vos pulsions incompatibles avec le concept de vie en société. Sans doute je devais alors comprendre que le matricule de RA04 se voyait traité comme un chien pour avoir dérogé aux normes sociales plus sévères de la culture propre à chaque cellule. Aussi cruel que cela pouvait paraître, il me fallait admettre qu'il n'existe de harcèlement sans raison. Et qu'autant voudriez-vous blâmer le perpétrateur, la victime est toujours coupable pour avoir été incapable de cocher les nombreuses cases de la normalité. Bien sûr, dans ce cas précis, il fallait être suffisamment intelligent socialement pour les déterminer, mais généralement, cela se faisait naturellement. Cependant, ces notions échappèrent à Minsu, et aller à contre-courant, comme il le fit, l'exposait à la répression de sa témérité par ses congénères. Le code de loi tacite, dans le milieu carcéral, correspond à une version affreusement simplifiée de celui auquel vous êtes soumis dans la société. Le respect de l'ancienneté étant au pinacle, l'ancien lui-même tient à son poste et se comporte de sorte à ce qu'existe un respect mutuel entre tous. Il fait sa loi, mais celle-ci doit être juste pour que son autorité ne soit pas contestée. Être un tyran dans un univers où les pouvoirs ne sont pas disproportionnés impliquait trop de risques. Cependant, tous savaient très bien que n'importe qui pouvait arracher sa couronne au roi par la force. À son tour, il s'exposait à ce que sa rébellion ne soit ni suivie ni tolérée par ses pairs. Celle-ci brisait le code établi, il marcherait à contre-courant et aucune rationalité extérieure à la loi du plus fort ne prévaudrait sur celle-ci. Ainsi, si la révolte rabattait les cartes, est-ce que les plus opprimés suivraient le rebelle ou bien tenteraient-ils leur chance pour enchaîner la torche cherchant les sous-sols du Parlement? Tout était une question de risque, et le pouvoir en place saurait saisir l'opportunité en offrant à l'opprimé la chance d'échapper à sa condition. Ce n'était pas véritablement un dilemme, mais plus une question de probabilité, et elles étaient en tout point contre le rebelle. Restait à savoir si la morale qui pousse à l'insurrection se montrerait assez juste pour ne pas enfermer de nouveau la larmoyante victime, en dépit d'échanger votre propre sort contre le sien. Yuseong pondéra ses options un temps certain, jusqu'à ce que l'évidence même ne surgisse. Son plan en marche, il rendit une dernière visite à la charmante tenante de l'orphelinat qui le vit grandir, lui et son frère. Les affaires de ce dernier y étant toujours et devant faire place pour celles de nouveaux malheureux. Le temps ayant coulé sur les ponts, les deux contemplaient un passé lointain, où les deux jeunes frères terrorisaient les gamins de leur âge. La directrice leur savait le sang chaud à ces deux petits, mais elle savait aussi qu'ils n'étaient jamais du genre à initier le conflit. Simplement, il fallait les arrêter à tout prix. Yuseong, surtout, était particulièrement violent. En à peine quelques semaines, les autres pensionnaires s'étaient mis à les éviter comme la peste. Autant il ne nierait la réalité, ce n'était pas davantage Yuseong que les enfants craignaient comme la peste, mais son frère Minsu. Certes, lui se battait fort souvent, ce n'était pas tant la raison quant à pourquoi ils étaient si craints, mais bien plus parce que Minsu, une fois lancé, faisait preuve d'une rage folle, dévastatrice. Poussait à bout tout semblant de raison le quitte, et ce, jusqu'à fatalement le desservir lui-même. Oseriez-vous rire de lui, de la mort de ses parents, ternir le nom de sa mère, qu'il vous faudrait prier pour une intervention salvatrice pour le tenir éloigné de vous? Certainement, ce n'était pas une si bonne idée de provoquer jusqu'à pousser dans ses retranchements votre co-détenu, seul condamné pour meurtre. Je demandais à Yuseong d'être parfaitement honnête avec moi, et de m'avouer s'il était possible que, dans pareil état, son frère aille jusqu'à tuer. Il avait compris le sous-entendu. Il voulait toujours croire en son innocence. Pour l'heure, nous ne savions seulement qu'il clama celle-ci. La droiture d'âme de Minsu le tenait à ne jamais mentir. Aurait-il été coupable, Minsu aurait accepté sa peine. Mais, plus d'une fois, il crut lire dans le regard de son frère des effluves sanguines terrifiantes. Vous l'aurez compris, Minsu fut ce rebelle acharné, fou. Il jura même de faire de l'ensemble de ses co-détenus les futurs clébards de la cellule A.